Bonjour à tous, je suis Patricia et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Esprit Sérendipité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 132e épisode. Aujourd'hui, on va parler de chamanisme avec une invitée. C'est un sujet que je n'avais encore jamais abordé sur ce podcast et qui pourtant est incroyablement riche et je trouve aussi très méconnu. Donc c'est pour ça que j'avais absolument envie de créer un épisode avec quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui le pratique. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Arabelle qui est avec nous. Je profite également pour vous dire que la plateforme Esoterra est officiellement en ligne depuis le 7 avril. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Esoterra, c'est une plateforme dédiée au développement personnel, à la spiritualité et à l'ésotérisme que j'ai créée et qui donc traite de ces sujets mais de façon un peu plus terre à terre, plus pragmatique. Donc vous allez y trouver des articles de blog qui reprennent un peu les sujets du podcast mais qui vont des fois plus loin dans la recherche. Donc on va, quand on aborde un sujet un peu ésotérique, on va essayer de comprendre un peu ce que la science en pense, où en sont les recherches à ce sujet, etc. Et vous allez y trouver également un annuaire de thérapeutes que j'ai sélectionné personnellement en discutant avec eux, en regardant qu'ils aient à peu près la même vision que moi, c'est-à-dire une vision aussi terre à terre, et puis qui soit fiable, sérieux, parce qu'on trouve évidemment de tout dans ce domaine-là. Et puis, vous allez également y retrouver un forum. Et ce forum va vous permettre d'interagir avec non seulement d'autres personnes, d'autres internautes intéressés par ces sujets, mais aussi avec les thérapeutes qui sont sur le site. Donc, si vous avez des questions sur un thème, vous pouvez poser votre question sur le forum et il y a des fois des thérapeutes qui vont vous répondre. Et ça vous permet d'avoir vraiment des réponses fiables qui viennent vraiment de la source. Donc je vous invite à aller découvrir cette plateforme, les liens se trouvent en barre de description. Et sans plus attendre, passons à l'épisode du jour. Bonjour Arabelle, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour enregistrer ce podcast avec moi. Aujourd'hui on va parler chamanisme. Je vais tout de suite te laisser la parole pour te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais. Merci, bonjour Patricia et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors, donc moi je suis Arabelle, je travaille sur Nice et j'ai un cabinet, mon propre cabinet, et j'ai un parcours un peu atypique. En fait, j'ai commencé par des études d'anglais, puis des études dans la technique du cinéma, pour finalement travailler dans la finance, puis dans la banque. Et puis avec les années, j'ai un peu délaissé ces métiers, je me suis formée à la kinésiologie, puis à la sophrologie, à l'hypnose, ericksonienne et transgénérationnelle, et enfin au chamanisme. Et donc aujourd'hui, depuis 2018, je pratique, que ce soit en cabinet ou à distance, et donc mon cabinet est ouvert, ça fait 2 ans maintenant que j'ai mon propre cabinet. Ouais, donc tu as vraiment plusieurs casquettes, tu fais vraiment plusieurs choses. D'ailleurs, à ce sujet, à quel moment tu es arrivé sur le chamanisme? Parce que du coup, comme tu as la kinésiologie, la sophrologie, est-ce que le chamanisme est arrivé après, avant? Pour reprendre un peu la genèse, en fait, c'est un parcours qui débute dans l'enfance, en fait. Enfant, j'ai toujours eu une connexion avec l'invisible. Je voyais des gens, des événements qui allaient se produire, mais je savais pas trop comment le maîtriser, en fait. Ça polluait vraiment mon existence de jeune fille. Jusqu'à peu près l'âge de 18 ans, où là, j'ai trouvé, je ne sais trop comment fermer ce robinet, en fait, en quelque sorte, pour être tranquille. Et puis, donc, j'ai fait mes études classiques, donc salariée dans une banque, etc. Et ce robinet que j'avais fermé à l'époque, il a commencé à se rouvrir avec des appels des ancêtres en fait. Et j'ai une grand-mère notamment qui m'a demandé par vision de me rendre sur sa tombe. Et à ce moment-là, j'avais à nouveau donc des visions en tout genre, des ressentis très forts, mais que j'ai pas écouté en fait. Et comme j'ai pas écouté tout cela, alors je sais ça aujourd'hui, mais à l'époque je ne savais pas encore. Je suis tombée malade, j'ai dû faire face à plein de problèmes personnels, professionnels, mais vraiment des grosses galères en tout genre. J'avais la nausée en allant travailler, alors pourtant le métier me plaisait vraiment. J'étais encore dans la finance à l'époque. Et aujourd'hui, en fait, je sais que cette demande de ma grand-mère d'aller sur sa tombe, en fait, c'était un guet-apens. Parce que ce jour-là, en fait, je l'ai su bien après, elle m'a transmis en fait les premières influences qui m'ont amenée jusqu'au chamanisme. Donc,
Je suis malade, j'en peux plus de mon travail, je cherche une issue, et donc je découvre la kinésiologie par d'étonnantes circonstances. Je décide de me former. J'ai l'opportunité, suite à mes études, de m'installer dans un cabinet qui, comme par hasard, se trouve, je traverse la rue pour y aller en face de mon domicile. Et je travaille donc en kinésio un jour par semaine. Et donc je me forme à la sophrologie et là je découvre les états modifiés de conscience. Et je trouve ça absolument passionnant. Je me forme à l'hypnose ericksonienne, transgénérationnelle. Et puis je suis en salle de sport. Je pratique un peu de sport en salle, du rameur notamment. Et j'aime bien ramer au son de tambour. Mais à l'époque je prends des tambours japonais, des sons binauraux comme on peut trouver sur la toile en fait. Parce que ça me donne une cadence dans mon entraînement. Jusqu'au jour où pendant que je suis en train de ramer, c'est le noir total, j'ai une vision, je vois un vieil indien devant un feu, un grand feu de bois, et de ce feu sort un animal, il se jette sur moi cet animal et il rentre dans mon corps. Là je suis complètement déstabilisée, j'ai un petit peu peur, je me demande ce qui se passe, je sors de ma torpeur, je suis un peu déséquilibrée du rameur, enfin bref, je regarde autour de moi un peu gênée, non c'est bon, il n'y a personne qui m'a vu, donc tout est ok. Je suis tellement en fait tétanisée par ce qui vient de m'arriver que je garde cette expérience pour moi, j'en fais rien, j'en parle à personne, je me dis non mais t'es complètement folle ma fille, enfin, bref. Et puis, quelques jours après, j'ai ma collègue du cabinet qui vient me voir et qui me dit « Écoute, je viens de rencontrer une chamane, tu devrais la contacter. » Elle me donne ses coordonnées, elle insiste vraiment pour que je la contacte. Ok, donc vu ce qui venait de m'arriver, je me dis « Bon, allez, il n'y a pas de hasard dans la vie, de toute façon. » J'y vais, je discute avec elle et puis je saute le pas, finalement, je me suis formée avec elle. Et là, vraiment, ça a été une révélation. Et j'apprendrai, après cette formation, en fait, que la grand-mère qui m'avait tendu ce guet-apens, en fait, c'était des appels. J'ai appris qu'elle était chamane, une chamane des campagnes françaises. Et donc, c'est elle, en fait, qui m'a poussée à rentrer, en fait, dans le chamanisme, puisque les signes, en fait, qu'il y avait autour de moi, je les voyais pas, en fait, ou je voulais pas les voir. Ouais. Et donc, elle m'a pas laissé le choix, quelque part. C'était vraiment une aventure assez intéressante, assez étonnante, qui aujourd'hui, une fois qu'on a fait toutes ces formations, etc., elles sont logiques. Je suis vraiment abasourdie par cette histoire. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les gens, justement, qui trouvent enfin un peu leur chemin de vie. C'est cette façon que leur corps il a d'exprimer le truc du désaccord. Je suis pas au bon endroit, alors je fais que voilà, toi t'avais des nausées, t'étais pas bien en allant travailler, alors que comme tu disais, t'adorais ton travail. Mais c'est comme si vraiment ton corps, tes cellules, ton âme était là. Non, tu n'es pas à ta place. On va te remettre. Et puis puis tu as eu ces signes, voilà, ta vision de ta grand-mère qui te disait d'aller sur sa tombe, etc. Toutes ces choses qui étaient vraiment, qui te poussaient à changer de voie. C'est comme si, une fois que tu as compris que tu devais suivre ce chemin, tout dans la vie te mettait sur la route les choses de façon facile. Des opportunités, des contacts, ton cabinet qui arrive, hop, comme ça, un peu par magie. Exactement, c'est tout s'ouvre en fait. Même si nous, en fait, on est là, on se pose plein de questions. Est-ce que je quitte la banque? Est-ce que j'y reste? Oh là là, mais on a des croyances. Si je quitte la banque, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais gagner ma vie? Parce que j'ai 2 enfants que j'ai élevés seuls. Enfin bref, comment je vais les nourrir? Comment je vais y arriver? Voilà, en fait, on se mange le cerveau et tous ces ancêtres, toutes ces énergies, ces esprits, on les appelle des esprits en chamanisme. Ils sont là pour nous guider, pour nous montrer la voie. Par contre, effectivement, si on n'entend pas ou si on les écoute pas, là, on se fait tacler derrière. Ouais, donc, incroyable. Mais puis cette vision que tu as eue aussi quand tu étais au sport, ça c'est incroyable. Peut-être avant d'aller peut-être trop loin, commençons peut-être par expliquer ce que c'est le chamanisme dans ses grandes lignes, parce que c'est vrai que moi, en tout cas, j'y connais rien. Je m'y étais vraiment jamais intéressée avant. Et je pense que c'est quelque chose qui fascine beaucoup de gens. On a un peu des images de ce que ça peut être, de ce à quoi ça peut ressembler. Voilà, toi qui le pratiques, qu'est-ce que c'est le chamanisme? Puis voilà, comment est-ce qu'il est perçu aujourd'hui? D'où est-ce qu'il vient? Alors, le chamanisme, en fait, c'est une pratique spirituelle, ancestrale. On dit que c'est la plus vieille médecine du monde. C'est l'origine même de la médecine. Voilà ce qui se dit quand on écoute les différents peuples et les différentes cultures traditionnelles. Et donc, ça repose, en fait, ce chamanisme, sur la connexion avec les esprits de la nature et les forces invisible du monde. Il est fondé sur l'idée que tout est interconnecté. Les êtres humains, les animaux, les plantes, les éléments, un caillou, une branche d'arbre tombée au sol, etc. On est vraiment tous interconnectés. Et un chaman peut servir d'intermédiaire entre ces différentes dimensions pour guérir, guider et protéger sa communauté. Ce sont les esprits qui choisissent la personne qui sera chamane.
La personne va être appelée. Alors je fais une petite aparté parce qu'il y a différents types de chamans aujourd'hui avec l'Occident. Il y a le chaman qui lui n'a pas le choix. Comment te faire la différence? Il y a le chaman et le praticien en chamanisme. Un chaman n'a pas le choix, il doit absolument pratiquer le chamanisme. Il n'a pas d'autre choix que cela. Il n'a pas la possibilité de faire comme moi par exemple la kinésiologie, la sophro, etc. Uniquement du chamanisme. Le praticien en chamanisme, c'est quelqu'un qui a accès au chamanisme comme un chaman, mais qui a le droit, parce que c'est vraiment une question de droit, c'est eux qui décident, ce sont les esprits, les ancêtres qui décident pour nous, qui ont le droit de pratiquer le chamanisme tout en gardant en fait cette bienveillance et ce respect en fait de l'enseignement. Je précise ça parce que la personne qui ne va pas respecter l'enseignement, l'accès au monde invisible lui sera coupé, voire même pourra pas forcément s'en sortir correctement au niveau psychologique. Ça peut être quand même assez violent. Mais bon, je vais y revenir un petit peu plus tard. La personne, elle sera appelée. Ça peut être donc lié à la famille, à la tradition, mais ça peut aussi également être quelque chose qui tombe du ciel. On dit souvent que les chamans se font foudroyer. Et en fait, c'est une métaphore pour dire qu'il y a un événement, un moment ou un autre de la vie qui font que ils sont appelés en fait. Ils n'ont pas le choix. Alors même si on peut prendre mon exemple où quand j'étais sur le rameur, j'ai eu cette vision et c'est passé ça. Je ne suis pas une chamane de naissance, je suis une praticienne en chamanisme parce que j'ai l'autorisation de faire autre chose que du chamanisme. Et donc, ce chamanisme, il ne provient pas que d'une seule culture ou d'un seul endroit. Il est présent en fait sous différentes formes depuis des millénaires sur tous les continents. Il y a la Sibérie et la Mongolie, où le mot en fait chaman a trouvé son origine. La langue de ces pays-là, c'est le Tungouz, qui est saman. On l'a transformé en chaman, nous, en Occident. Et dans ces contrées, saman, ça veut dire celui qui sait. Et puis, il y en a également chez les Amérindiens, où là, le chaman, en fait, va jouer un rôle central dans la communauté, comme un guide, un mentor, un sachant. En Amazonie, surtout là-bas, on va retrouver du chamanisme avec un usage des plantes médicinales, comme l'ayahuasca, on en entend beaucoup parler, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. En Afrique aussi, en Océanie, où là, il y a des rituels animistes et des transes incarnées qui sont très courantes. En Europe aussi, on a trouvé des traces, les anthropologues en fait ont trouvé des traces de pratiques chamaniques qui remonteraient à la préhistoire. Et ça, ils s'en sont rendus compte en fait à travers les peintures rupestres et certaines traditions celtiques. Oui, ouais. Ça, c'est très intéressant et moi, ça me renvoie fatalement quand j'ai su que ma grand-mère était une chamane des campagnes françaises. À l'époque, je n'y connaissais rien non plus et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'en France, il y ait des chamanes? Bah oui, en fait, c'est vraiment le chamanisme, c'est vraiment une pratique en tant que telle qui est sur toute la planète en fait. Ouais, bah tu vois, je pensais pas. Je pensais que c'était assez culturel, cantonné un peu à une seule culture et puis en fait, finalement, ça vient de partout. C'est ça, exactement. Et après, donc, selon les cultures, les traditions vont être un petit peu différentes, les pratiques seront un petit peu différentes, mais il y a quand même un lien. Tous les chamans du monde pratiquent en fait 2 types de soins spécifiques. J'y reviendrai un petit peu. Là, je voudrais en fait déjà te dérouler les techniques en fait que le chaman utilise. Il va utiliser le voyage chamanique, la communication avec les esprits, le soin de guérison et le nettoyage. Alors, le voyage chamanique, lui, il est induit par la transe, grâce au tambour. Le tambour, en fait, c'est un instrument, quand on bat, qui a un son monotone, vibratoire et donc percussif. Et c'est ça qui va permettre d'entrer en état de modifié de conscience. C'est une pratique qui est classique, sans drogue, et qui est très sûre. Les battements binauraux sont donc des sons répétitifs qui vont provoquer en fait une modification de l'intensité des connexions neuronales. Et des études scientifiques ont évoqué que cette baisse de l'activité, grâce au son du tambour, permettent en fait de monter en puissance certaines zones du cerveau beaucoup plus profondes et plus anciennes, et du coup ça va libérer le contrôle du cortex, ce qui fait qu'on arrive en état modifié de conscience. Ensuite, selon les cultures, la transe, elle peut être donc induite par des plantes psychoactives pour explorer le monde des esprits. Mais j'y reviendrai également. Il faut savoir que ça existe, mais c'est pas pour tout le monde. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Top.
Et puis la communication avec les esprits. Donc en fait, ce qu'on appelle des esprits, en fait, ce sont des énergies. Quand on est en voyage, ce sont des énergies, donc les énergies des animaux, des plantes, des minéraux, mais également des ancêtres, ou même parfois des vies antérieures. Et puis on a le soin de guérison, le nettoyage énergétique. On a des protocoles qui sont vraiment établis, il y a des rituels, du chant, de la danse, ou donc encore des plantes médicinales, selon les traditions culturelles. Aujourd'hui, c'est vrai que le chamanisme connaît un renouveau en Occident. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent un retour aux racines, à la spiritualité naturelle, aux pratiques traditionnelles, et il est souvent associé à une quête de sens, à un développement personnel ou à la guérison holistique. Donc on peut très bien combiner ce chamanisme qui est traditionnel à notre culture occidentale. À ce sujet d'ailleurs, est-ce qu'il y a des croyances qui vont venir structurer cette pratique? Est-ce que le chamanisme, ça veut dire croire que tout a de la vie, comme tu disais, le caillou, etc., tout a une vie, tout a un esprit? Quelles sont les croyances finalement derrière le chamanisme? Toutes les traditions chamaniques vont avoir des principes universels, comme cette fameuse interaction de toutes choses, comme je te le disais au début, où vraiment on considère, enfin dans le chamanisme, les chamans considèrent que tout dans l'univers est relié. Cette vision holistique implique que chaque action a une répercussion sur l'ensemble de ce petit monde en fait. En Occident, on parle de croyances. Maintenant, une fois qu'on a pratiqué et qu'on a expérimenté ces mondes, il y a l'existence des mondes invisibles. Donc, moi, je vais mettre un bémol sur le terme croyance parce que une fois qu'on y est, bah, c'est plus une croyance. Hein. C'est une réalité. On appelle ça une réalité non ordinaire. C'est l'anthropologue Michael Harner qui a défini ça comme cela, une réalité non ordinaire. Et donc, en fait, ce monde-là, il va pas se limiter à la réalité matérielle. Il y a vraiment plusieurs dimensions, il y a des plans de conscience. C'est-à-dire que souvent, on va les décrire quand on part en voyage chamanique comme le monde du bas. Le monde du bas, lui, il va être lié aux esprits de la terre, des éléments, le feu, la terre, l'eau, l'air. Donc les esprits de la terre, ça va être les animaux, les plantes, les minéraux. Il y a le monde du milieu. Là, le monde du milieu, c'est notre réalité physique. Elle est habitée par des esprits, des énergies qui peuvent être négatives. Et c'est un endroit, en fait, où le chaman va plutôt se rendre pour nettoyer des lieux, nettoyer des entités. Voilà, c'est un monde un petit peu plus... Il y a un ego, en fait, dans ce monde-là. Dans le monde du bas, il n'y en a pas. Et c'est vraiment de la bienveillance et puis un accueil total, en fait, de celui qui vient voyager dans ce monde-là. Et puis, tu as le monde d'en haut. Celui-ci est associé plutôt aux ancêtres, aux guides, aux esprits qui nous guident. Parfois, il peut y avoir des divinités, des enseignements aussi, des enseignants supérieurs. Et donc, le chaman va voyager entre ces différents mondes en fonction de l'intention qu'il sera donnée au voyage chamanique. Il va y voyager pour recevoir des messages, pour guérir ou pour restaurer l'équilibre de la personne qui fait le voyage. Alors c'est peut-être soi-même ou ça peut être une personne en consultation. Hein. Je voudrais rajouter que concernant la communication en fait avec les esprits, le chaman en fait lui va entrer en contact avec ces esprits qui sont plutôt bienveillants et protecteurs dans le monde d'en haut et dans le monde du bas. Et c'est là en fait où on va pouvoir rencontrer l'animal totem ou l'animal de pouvoir, parce qu'on entend beaucoup parler de cet animal en fait sur la toile. Donc c'est dans ces endroits-là, enfin, surtout dans le monde du bas qu'on le rencontre. On va rencontrer donc les esprits de la nature, comme je te disais, et tout ça pour obtenir donc tout un tas d'informations et gérer en même temps tout ce qui sera élément négatif et perturbateur. C'est-à-dire que dans ces mondes-là, les esprits vont pouvoir nous guider, nous alerter, nous dire attention si tu vas là, il peut y avoir telle ou telle problématique. Et en même temps, ils vont nous montrer si la personne a des maladies ou des déséquilibres, où il va mettre en évidence, je sais pas, une personne qui vient, je veux prendre quelque chose de basique, une tendinite par exemple. Donc dans ces mondes-là, on va voir par exemple, ils vont nous montrer la tendinite, comment eux vont travailler dessus et si il y a des petits protocoles à faire par la suite, si la personne doit prendre des plantes ou faire des bains particuliers ou des petits conseils comme ça pour guérir de sa tendinite. Et le chaman va partir du principe qu'à partir du moment où on a une maladie ou un dysfonctionnement quelconque,
que c'est vraiment une disharmonie énergétique en fait qui s'est installée dans le corps. Donc on va d'abord partir pour voir comment est l'énergie de la personne, à quel endroit ça pêche, pour avant de commencer à demander aux esprits guides en fait de travailler, de guérir la personne. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tous les chamans du monde, quelle que soit leur tradition, leur culture, ont les mêmes protocoles. 2 protocoles. Il y a l'extraction. Cette extraction, en fait, il va s'agir d'enlever, d'extraire toutes les énergies négatives accumulées. Les énergies négatives, ça peut être un stress, simplement. On est trop absorbé par quelque chose. On peut avoir une dépression ou autre. Tout ça, ce sont des énergies négatives. Et puis l'autre, c'est ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. Et là, il va s'agir de recouvrer, en fait, des fragments d'âme qui ont été perdus suite à un choc émotionnel ou un traumatisme. Et c'est vraiment 2 pratiques qui sont universelles pour tous les chamans du monde. Quand tu disais que tu n'aimais pas le mot croyance, et je comprends tellement ce que tu veux dire. Une croyance, c'est presque négatif quand, par exemple, je sais pas, imaginons les maths, on sait que 2 plus 2, ça fait 4. Et ben en fait, c'est plus une croyance, c'est un fait, c'est comme ça. Et en fait, c'est la même chose une fois qu'on est dans ces mondes-là, une fois qu'on a expérimenté, qu'on sait qu'il y a autre chose, c'est juste comme ça. Et puis c'est la réalité, comme tu disais. Mais il faut l'expérimenter, puis il faut le vivre pour vraiment comprendre. Voilà, je voulais souligner ça parce que je trouvais, c'est la première fois que je l'entends, mais c'est vrai que ça prend tout son sens en fait. Et puis comme tu disais, ces 2 protocoles, donc en fait c'est ça le rôle d'un chaman, il doit faire c'est un des 2 protocoles qu'il fait, c'est au final cette extraction et ce recouvrement d'âme, c'est ça que tu disais. Oui, voilà. Ça, ce sont vraiment des protocoles qui sont universels à tous les chamans. C'est-à-dire que si une personne consulte un chaman ou un praticien en chamanisme et que la personne lui dit ah non, moi je ne fais pas l'extraction ou je ne fais pas le recouvrement d'âme, c'est que c'est pas ni un praticien en chamanisme ni un chaman. Parce que c'est vraiment en fait les 2 protocoles universels à tous les chamans. C'est la base. Outre ça, en fait, il est toujours là pour agir et interagir avec les forces invisibles pour aider sa communauté. Là, on parle du chaman au niveau des cultures traditionnelles. Son rôle principal, c'est la guérison, mais cette guérison, elle va pas se limiter au corps physique. Il va soigner les blessures émotionnelles, spirituelles, en travaillant donc sur les énergies dont je te parlais tout à l'heure, mais également sur les âmes, d'où le recouvrement d'âme. Alors, il n'y a pas que le recouvrement d'âme qui permet de travailler sur les âmes, puisqu'on peut aussi aller demander en fait à nos ancêtres de travailler avec nous et sur nous. Le chaman va nettoyer aussi des énergies négatives, des entités parfois. Et ces entités, elles peuvent être tant sur la personne que dans un lieu. Et quand je parle de lieu, ça peut être l'habitation, ça peut être, je sais pas, une entreprise, des locaux commerciaux, notre voiture ou autre chose, on peut tout imaginer. Mais le chaman, en fait, comment il va travailler, lui, il va entrer en transe pour naviguer, en fait, dans toutes ces réalités non ordinaires. Il va communiquer avec les ancêtres, prendre leurs enseignements. Il va agir aussi comme un protecteur spirituel. Il va permettre aussi aux individus de trouver leur chemin, leur mission de vie. Parce qu'il va pouvoir en fait interpréter les rêves. Ça qui est intéressant, ça se fait beaucoup en chamanisme indien, chez les Amérindiens, chez les natifs en fait, qui souvent chez eux, les rêves en fait sont des signes qui sont envoyés par les esprits. Le chaman va aussi aider à faire des initiations pour aider la personne à découvrir son potentiel, et puis il va donner des conseils ou des rituels, comme je te disais tout à l'heure, pour harmoniser l'énergie ou surmonter des épreuves. Et dans de nombreuses cultures traditionnelles toujours, le chaman est aussi un gardien des savoirs ancestraux. C'est un protecteur de la nature. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers anthropologues, à peu près vers 1960, en fait, ont commencé à s'intéresser au chamanisme, mais auparavant, il n'y avait pas d'écrit. Le chamanisme se transmettait en fait, alors pas de père en fils, parce que c'est pas forcément l'enfant d'eux qui était chaman, mais c'était vraiment une transmission orale. Grâce en fait aux anthropologues qui ont étudié, puis pour pouvoir comprendre ce qu'ils étudiaient, se sont formés au chamanisme. C'est à ce moment-là que on a pu découvrir, comment fonctionnait en fait le chamanisme. Tout ça pour te dire que le chaman en fait est un gardien des savoirs ancestraux. D'un chaman à l'autre, en fait, en fonction de la transmission, si on remonte en fait à la genèse,
tous se sont formés les uns avec les autres depuis le début en fait. Au final, ça a été un savoir vraiment transmis oralement, et puis vraiment qu'on n'ait pas besoin que ce soit voilà de père en fils aussi. Ça prouve à quel point on est appelé à être chaman, comme tu disais au début. Donc c'est pas forcément ta mère est chamane, toi tu le seras pas forcément parce que t'es peut-être pas appelé. Tu parlais du coup de recouvrement d'âme. Je crois que t'as pas expliqué, il me semble, ce que c'était. Le recouvrement d'âme, en fait, il s'agit d'aller communiquer avec notre âme. Donc, on a un guide spécifique, d'aller récupérer, communiquer même, voire négocier, en fait, avec notre âme pour retrouver un fragment qui se serait détaché. Enfin, pas qui se serait, tu vois, ça, on est encore dans cette culture occidentale. Hein. Ouais. Tout n'est pas encore nettoyé chez moi. Quand on a un choc, je vais prendre l'exemple, moi à Nice, quand il y a eu les attentats, pardon, c'est un petit peu fort, mais quand il y a eu les attentats, les gens ont été choqués, traumatisés. Pour éviter que les gens perdent pied, il y a des petits bouts d'âme qui se sont éloignés en fait de leur origine. Donc là, en chamanisme, on va aller récupérer ce petit fragment. Donc c'est le guide en fait qui le fait. Il va négocier avec ce bout d'âme perdu pour savoir comment elle se sent, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour la guérir, et est-ce qu'elle est d'accord pour réintégrer son âme en fait originelle pour que la personne, en fait, puisse retrouver son intégrité. Ce travail-là, il n'est pas sans conséquence parce que on a le droit, en fait, à 2 essais. Pour un même sujet, on a le droit à 2 essais parce que là, on travaille vraiment sur l'âme de la personne. On n'est pas des sorciers, en fait, c'est le chaman qui fait ça, on est dans une réalité. Même si elle est non ordinaire, on est vraiment dans une réalité. Et quand on touche à l'âme de la personne, c'est un petit peu comme si on allait bidouiller la mémoire vive de notre ordinateur et que on faisait une erreur, l'ordinateur ne fonctionne plus. Et ce sera la même chose pour la personne en fait qui reçoit le recouvrement d'âme. Donc le chaman en fait, il doit vraiment ne pas se louper, bien négocier avec ce fragment d'âme, savoir ce qui lui convient. Quand je dis pas se louper, c'est que il faut prendre le temps, il faut bien questionner la personne pour savoir au départ quel est vraiment l'impact émotionnel, physique ou psychologique qu'elle a subi suite à ce choc, ce traumatisme. Et là, du coup, ça peut prendre... il faut prendre le temps de le faire. Autant l'extraction, ça peut être assez rapide, mais le recouvrement d'âme, c'est un petit peu plus... délicat. Délicat, merci. On peut du coup avoir plusieurs fragments d'âme qui sont partis, en fait. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, dans toute une vie, on peut avoir été choqué, traumatisé. Qu'est-ce que ça a fait en nous, finalement, le fait d'avoir des fragments d'âme qui sont partis Là, en fait, si tu veux, ces fragments d'âme qui sont perdus, ça peut provoquer des dépressions, ça peut provoquer des effets psychotiques, des burn-out. Alors attention, ça veut pas dire que toutes les dépressions et que tous les burn-out sont ça, mais en chamanisme, il y a souvent pas mal de liens avec tout cela. Mais la personne, elle est vraiment mal. Elle est mal dans son physique, elle est mal dans son émotionnel, elle est mal dans sa psyché, parce qu'il y a eu tel et tel choc ou traumatisme auparavant. On voit que le chaman, il a énormément de rôles. T'en as parlé un petit peu avant de ce fameux voyage chamanique. Tu as notamment mentionné le tambour. Comment ça se passe réellement, un voyage chamanique? On a bien compris que c'était un état modifié de conscience, un peu une transe finalement. Et peut-être que tu pourras justement expliquer ensuite, on ira vers comment se déroule une séance de chamanisme typique avec toi. Je vais vous faire tout le détail. Donc déjà, dans un premier temps, on reçoit la personne, le chaman. Après, je vous parlerai de moi, mais le chaman reçoit la personne et on crée ce qu'on appelle un hôtel. Ce petit hôtel, en fait, il va intégrer les 4 éléments. L'eau, le feu, la terre et l'air. Parce que ces 4 éléments-là vont ouvrir en fait un portail dans cette dimension, dans cette réalité non ordinaire, va nous permettre d'accéder en fait à ces mondes invisibles tout en honorant leur présence. On est vraiment dans le travail des esprits de la nature. À l'intérieur de cet hôtel, on va déposer peut-être un objet ou une photo par exemple en fonction de l'intention de la séance, parce que l'intention
La séance est très importante, hein, c'est ça qui va permettre de guider le voyage, parce que sans intention, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Et puis, on va purifier l'endroit. Dans les cultures traditionnelles, ils vont utiliser tout ce qui est sauge, etc., mais en extérieur, parce qu'ils le font souvent en extérieur, ou alors dans les yourtes, etc. Quand on est un chaman occidental ou un praticien en chamanisme, on va plutôt le faire à la maison ou en cabinet, et on va diffuser de la sauge juste dans la partie où on se situe, pour pratiquer, pour vraiment protéger ce qui va se passer à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on met de la sauge, on laisse toujours un peu une fenêtre ouverte, parce qu'on ne garde pas en fait la condensation, la concentration d'énergie possiblement négative. Et ensuite, donc, le chaman va battre du tambour, et ces battements de tambour vont lui permettre de rentrer en transe. Alors, plus ou moins légère, encore une fois, ça va dépendre des cultures. Il y a des transes qui vont être légères, et il va voyager à travers ces différents mondes. Et quand les transes sont très intenses, il peut être amené à parler, vociférer, danser, bouger, parfois à faire des vraiment sortir du souffle de sa bouche. Ouais. Ça va vraiment dépendre en fait de ce qu'il va rencontrer. Juste entre parenthèses, pour bien expliquer, c'est bien le chaman, donc c'est toi qui vas rentrer en transe, c'est pas la personne. Tout à fait. C'est toi qui vas voyager finalement. Exactement. Ouais. Okay. C'est vraiment le chaman, moi en fait, qui voyage pour aller récupérer les informations qui sont utiles pour la personne. Donc tout à l'heure, je te parlais des différents mondes. Donc par exemple, le chaman, pour aller dans le monde du bas, en fait, comment il fait pour y aller? Ça passe par la visualisation. Dans un premier temps, en fait, il va visualiser un passage vers le bas. Alors ça va être un tunnel, un trou dans la terre, une racine d'arbre, etc. Donc là, il va descendre dans cet endroit-là pour accéder au monde du bas, pour y travailler avec les esprits guides qui sont utiles pour la guérison, le soin qui sera demandé. Si il doit aller dans le monde du milieu, là en fait, ce sera le monde du. Je vais commencer par le monde du haut. On va y accéder en fait en montant, et là en fait ce sera quoi? Un escalier, un arbre, un nuage, ou toute autre forme. Donc on part toujours pareil de la visualisation de cet endroit-là, escalier ou autre, et on monte, on va être aspiré tout en haut pour accéder à ce monde d'en haut. Donc là, on va plutôt voir des couleurs un peu plus atténuées que dans le monde d'en bas, parce que dans le monde d'en bas, comme c'est le milieu de la nature, souvent la forêt est luxuriante, les animaux, les couleurs sont très vives, sont très contrastées, c'est un peu magique en fait, quand nous en tant qu'occidentaux, enfin je parle pour moi, pardon, c'est absolument fabuleux. Les couleurs sont fabuleuses. Et dans le monde du haut, les couleurs sont un peu plus atténuées. C'est plutôt lumineux, c'est paisible, c'est un peu plus pastel. Et en fonction de la séance, si le chaman doit intervenir dans le monde du milieu, donc là, en fait, le monde du milieu, on va ni descendre ni monter, on reste où on se trouve. Et c'est une version qui est parallèle à notre réalité physique, tout en étant dans une réalité quand même non ordinaire. En revanche, ce monde du milieu, là, il est un petit peu plus rock'n'roll, parce que là, on va rencontrer des faux guides, une fausse lumière, des parasites, le bas astral. Donc le monde du milieu, c'est déjà un petit peu plus délicat, où il va falloir avoir des protections particulières par rapport au monde du haut ou au monde du bas, qui sont mais alors vraiment toute sécurité, parce que ce n'est que bienveillance et amour. Le monde du milieu, c'est différent, et c'est un peu la bagarre. Voilà, ça peut être la bagarre. Et puis du coup, une fois que donc tu voyages dans ces différents mondes pour aller faire, soit comme tu disais, donc soit de l'extraction, soit du recouvrement d'âme, par exemple. Donc à ce moment-là, en fait, on part avec l'intention de procéder pour la personne sur telle problématique. Et à ce moment-là, en fait, nous, on ne sait pas ce qui va se passer. On a des protocoles par rapport aux protections pour soi, en fait, pour le chaman, pour qu'on revienne en toute sécurité. C'est les guides, ces fameux esprits, qui vont nous dire, si je reprends l'exemple de la tendinite tout à l'heure, alors pour la tendinite, il va se passer ça, on va faire ci, on va faire ça. Selon les guides, ça peut être un petit peu gore, par exemple, parce qu'ils vont découper, nous, ce qu'on va voir, ils vont découper le bras de la personne, ils vont l'ouvrir, ils vont extraire le tendon, ils vont
aller le nettoyer dans une rivière, par exemple. Ils vont lui mettre une pâte de plante particulière et puis ensuite ils vont remettre dans le bras de la personne, refermer et puis ensuite il va y avoir peut-être la danse des 4 éléments. Donc je rappelle l'eau, la terre, le feu et l'air qui vont nettoyer probablement la personne. Alors ils vont l'enterrer, par exemple. Ensuite, l'eau va se déverser pour écarter la terre. Et puis, la personne va prendre feu pour se purifier. Et enfin, l'air va souffler pour éteindre le feu, de façon à ce que la personne soit nettoyée tant au niveau de son tendon que au niveau énergétique. Donc ça, c'est peut-être un épisode qui peut se passer en séance. Et ensuite, on revient en haut. En fait, si on était en bas, en fait, on remonte, on sort de ce monde du bas pour revenir dans notre réalité, pour être sûr que tout aille bien. Et à ce moment-là, moi, le tambour commence à s'arrêter et on revient petit à petit dans une conscience ordinaire. Et pendant ce temps-là, en fait, parce que je t'entends, j'entends déjà la question que tu vas me poser, mais alors la personne, que se passe-t-il pour elle? Oui, exactement. Donc la personne, en fait, elle peut ressentir des choses. Pas forcément si les guides ouvrent le bras, lui enlèvent le tendon, elle va pas ressentir de douleur. Elle peut ressentir du froid, du chaud, des frissons. Selon l'intensité émotionnelle du travail, en fait, des esprits, elle peut pleurer, elle peut même rire. Tu vois, il peut se passer vraiment des choses. Physiquement, elle peut ressentir. Émotionnellement, elle peut ressentir des choses. C'est vraiment interactif. C'est en ça que je te disais, croyance. Voilà, ce terme, je préfère le mettre entre parenthèses à partir du moment où on commence à pratiquer parce que il se passe vraiment des choses, quoi. C'est Absolument. une réalité. Non ordinaire, certes, mais c'est une réalité. Oui, puis la personne, si elle te dit à la fin, j'ai ressenti du chaud, du froid, puis toi, tu sais très bien ce que tu as eu comme vision et qu'il y a eu vraiment, voilà, du feu, de l'air. C'est très bizarre que d'un coup, elle ressente exactement ce que tu as visualisé. Donc, du coup, dans ce cas-là, comment expliquer finalement? Donc, c'est plus vraiment de la croyance. C'est ça. Mais après, bon, c'est le jeu, ça fait partie de notre côté occidental. C'est ça, ouais. OK, donc c'est ça finalement un voyage chamanique. Ça commence comme ça avec la purification et puis ensuite le tambour, toi qui pars en transe, enfin le chaman qui part en transe. Voilà, c'est ça. Je reviens juste sur le terme purification, c'est plutôt Ah protection. oui. Vraiment, en fait, quand on passe la sauge pour purifier, mais ça permet vraiment de mettre en sécurité tant le chaman que la personne qui est concernée, parce que donc avec cet autel et purification du lieu, ça permet de protéger en fait le Et voyage. donc c'est comme ça aussi que ça se passe une séance avec toi? C'est aussi, du voyage chamanique que tu fais, Alors moi de mon côté, en fait, je travaille un petit peu différemment parce que selon les profils chamaniques, on a des spécialités. Et moi, en fait, ma spécialité, c'est plutôt le nettoyage des lieux. Donc moi, j'interviens surtout pour nettoyer tout ce qui est entités, parasites qui peuvent bloquer les personnes dans leur quotidien, mais du coup à travers leur habitat. Donc c'est une pratique un peu particulière par rapport aux soins de guérison, dans le sens où moi je vais pas forcément, alors je peux le faire aussi bien évidemment parce que je suis formée pour ça, mais ma spécialité c'est pour ça. Moi je travaille plutôt avec le monde du milieu et c'est ce base astral, les parasites, les entités. Enfin, j'ai été appelée pour ça en fait, des trucs un peu moins sympa. Bon, c'est tombé sur moi. Merci grand. Donc là, si tu veux, quand je fais ce genre de choses, alors je le fais fatalement à distance ou je vais chez la personne. Quand la personne elle est dans mon giron, je me déplace. Mais sinon, voilà, ça se fait à distance. Et quand c'est à distance, d'abord, on a fortement un entretien avec la personne pour savoir quelle est vraiment sa problématique. Parce que parfois, les personnes, en fait, elles peuvent dire « Ah, je suis parasitée, j'ai des entités chez moi », et c'est pas forcément le cas. C'est peut-être juste un problème émotionnel ou un trauma ou autre. Mais si c'est vraiment une problématique de lieu, alors, avec les grands guillemets hantés, c'est plutôt ma partie, et à ce moment-là, je vais demander à la personne le plan de la maison, que je puisse faire d'abord une prévisualisation des pièces qui potentiellement pourraient poser problème. Et une fois que ça c'est fait, voilà, j'explique à la personne, bon, bah là il y a telle problématique ici, 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 ou que ici. Et à ce moment-là, je lui explique, voilà, il y aurait tel travail à faire, et puis on voit ensemble ce qui lui convient, si elle veut le faire ou pas.
sachant que ces parasitages, ces entités, en fait, peuvent perturber l'énergie des personnes, l'énergie de la famille, etc. Une personne, par exemple, je te dis ça parce que j'ai eu le cas la semaine dernière, une personne qui a des sinusites chroniques, les médecins ne trouvent rien, lui donnent tout un tas de médicaments, et puis bon, il se passe rien depuis 1 an, il y avait quelque chose, en fait, pas quelque chose de méchant, mais voilà, un parasite suffisant qui se situait, en fait, dans les gaines de ventilation de la maison, Non. et du coup, voilà, ça perturbait tout son système ORL. Donc on a travaillé là-dessus. Et je fais aussi de l'initiation pour que les personnes, en fait, sachent vraiment où elles vont, selon ce qu'elles veulent faire, qu'elles connaissent vraiment pour donner vraiment, voilà, le chamanisme, c'est comme ça. C'est ça. Tester le voyage chamanique. Ils en font ce qu'ils veulent, mais au moins ils ont des bases. Des bases solides, des bases vraiment qui sont... Ils ont l'origine. Ouais. L'origine de l'enseignement. D'accord, donc par initiation, tu dis, c'est-à-dire c'est des gens qui pensent vouloir être chaman, c'est ça? Ou être appelés par ça? Alors l'initiation, ça peut être reprendre en fait ce qu'est le chamanisme et puis tester en fait pour voir déjà se rendre compte de cette réalité Ouais. non ordinaire, que vraiment en fait on sache que de la croyance on passe à un fait. Si les personnes veulent faire des séances, si les personnes veulent faire des ateliers avec des chamans comme on en trouve pas mal sur la toile, au moins ils auront déjà ces premières informations et ils sauront que cette personne elle est ok et cette personne elle est pas ok quoi. En fait, par initiation, tu vas les amener dans un voyage chamanique. C'est pour qu'elles ressentent ça. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment les initier en fait à la pratique chamanique. Qu'est-ce que c'est qu'un voyage chamanique? Comment ça fonctionne? Et surtout en fait beaucoup insister sur les protections. Parce qu'on parlait de croyances où sont des faits et cette réalité, on se retrouve avec beaucoup de personnes en fait qui ont fait des essais, des tests de ci, de ça. Ils ont fait un atelier en chamanisme, ils ont fait une hutte de sudation, mais il n'y avait pas en fait la structure, il n'y avait pas l'encadrement sérieux et la personne se retrouve à avoir chopé des entités, à avoir chopé des parasites. C'est vraiment très très important de se protéger et de savoir comment se protéger. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est quand même assez violent. Toutes ces énergies négatives, en fait, elles se nourrissent de ça. Les personnes qui regardent les infos, les personnes qui écoutent tous les sujets un petit peu dramatiques sur la toile, tout ça, en fait, ça va nourrir ces énergies négatives. Si on ne se protège pas, on va au fur et à mesure y laisser notre corps physique, notre corps émotionnel, on va devenir plus faible, on peut attraper des maladies du fait de ces énergies-là. Et donc on l'a vu, donc une personne, durant une séance, elle peut ressentir, comme tu disais, des sensations, etc. Et donc souvent après une séance, ou même quand on parle de lieu, une fois que tu es passé, la personne, elle ressent quoi? Elle ressent en fait plus de légèreté, j'imagine, plus de... Déjà, elle va retrouver son intégrité, un petit peu comme si elle se reconnectait avec elle-même. Elle se dit, ah bah oui, en fait, on va l'appeler Stéphanie, ah bah oui, Stéphanie, en fait, c'est bien moi qui suis là. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vraiment se retrouver alignée avec elle-même, qui va reprendre le pouvoir, en fait, sur qui elle est, prendre conscience à nouveau de son corps, de ses émotions, et puis la vie elle est celle-ci. C'est un petit peu comme si on avait les volets fermés ou les volets ouverts dans la maison, quoi. C'est vraiment un éclairage nouveau sur sa vie, de pouvoir lâcher prise sur certaines choses. Si on travaille par exemple, si le chaman travaille sur des douleurs particulières, ces douleurs peuvent être aussi allégées. Alors ça peut être tout de suite après la séance, voire même pendant, ou alors prendre plusieurs jours pour s'atténuer. Et tout ça, en fait, c'est les guides les fameux esprits qui vont dire combien de temps ça va mettre, si c'est bien pour la personne que, paf, on claque des doigts, c'est terminé, ou qu'il faut du temps pour laisser le traitement agir. Encore une fois, c'est pas nous qui décidons, c'est vraiment les esprits qui vont aussi communiquer avec le corps, parce que on parle des esprits, mais il faut savoir que notre corps aussi contient des cellules, et ces cellules-là, elles ont aussi des esprits, et du coup, tout le petit monde communique avec tout le monde, quelque part. Alors, c'est un peu pour vulgariser, le chaman n'a pas de pouvoir, sachez-le bien, c'est pas lui qui fait des choses. Alors, ok, il
le gars a la possibilité de se balader dans ces mondes invisibles, mais il transmet les informations. Ce sont les esprits, les guides Ouais, qui font le job en fait, et qui lui disent ce qu'il fait. c'est vraiment un intermédiaire. C'est ça, exactement. Toi qui as beaucoup d'autres pratiques, la kinésiologie, la sophrologie, comment finalement ça s'intègre? Est-ce que, bon, c'est une pratique tout à fait à part évidemment. Peut-être comment est-ce que ça a pu, changer ta façon de voir tes autres pratiques? Est-ce que ça a contribué d'une certaine façon? À quelle fréquence tu pratiques le chamanisme? C'est quelque chose qui est beaucoup demandé ou? Alors déjà le chamanisme, c'est par bouche à oreille, parce que comme je suis spécialisée en fait dans le nettoyage des lieux, parfois c'est quand même assez fort. C'est pas quelque chose que je peux faire tous les jours. Je fais peut-être 3-4 nettoyages de lieux par mois à peu près, pour que justement moi je puisse conserver aussi mon intégrité. Et quand je parle d'intégrité, elle est physique, psychologique et émotionnelle. Parce que quand je te parlais de bagarre tout à l'heure, c'est que vraiment on peut avoir affaire en fait à des entités qui sont assez puissantes. Quelque part c'est un peu un combat en fait. Hein. Et du coup énergétiquement, donc déjà chez moi ça puise. En général il faut vraiment faire gaffe que j'ai pas laissé une fenêtre ouverte pour qu'elle puisse rentrer par la fenêtre alors que moi j'ai fermé la porte, tu vois. Je fais donc ces nettoyages de lieux, quelques nettoyages de lieux par mois, des initiations. Alors ça, les initiations, ça va être à la demande, au fil de l'eau, en fonction de ce que souhaite. Je forme des petits groupes, 5-6 personnes maximum, de façon à ce que je puisse vraiment bien entourer chacun, alors que ce soit au cabinet ou à distance. Et ensuite, concernant la question comment ça s'est intégré en fait dans mes pratiques, ce qui est très intéressant, c'est que donc en kinésiologie, je travaille sur les mémoires cellulaires. Et en fait, comme je disais au tout début de l'entretien, ce qui m'a passionné vraiment, ce sont les états modifiés de conscience. Donc fatalement, quand je travaille, je suis déjà en état modifié de conscience qui me permet de connecter en fait avec la personne et du coup d'intégrer les informations au mieux. Et du fait de la formation du chamanisme et d'être en état modifié de conscience, et ben j'ai tout ce petit monde qui rapplique en fonction des besoins de la personne, bien évidemment. Donc je peux jamais savoir à quel moment, c'est toujours une surprise en fait. Voilà, je sais jamais ce qui va se passer en séance. Et donc les personnes, elles vont ressentir qu'il se passe quelque chose de particulier. Parce que là, elles vont ressentir. Parce qu'on n'est pas dans le chamanisme où c'est moi qui suis partie en voyage, etc. Je suis en train de leur pratiquer la kinésio. Ok, vous faites de la kinésiologie, donc on récupère les mémoires. Mais comme là, en fait, on est dans un espace quelque part public, finalement, puisque la personne est intégrée à cet espace-là. C'est pas comme si c'est pas que moi qui pars en voyage. Je suis connectée à elle. Mais du coup, la personne, elle va ressentir, elle peut ressentir une présence, elle peut ressentir, la dernière cliente que j'ai eue, elle a senti en fait un animal marcher sur ses jambes. En fait. Et pour elle, il y avait un caméléon qui s'était invité en séance. Pourquoi le caméléon, on ne sait pas. Mais dans ces cas-là, je vais pas demander des explications ou autre. Je laisse juste faire. Oui. J'ai pas de prise là-dessus parce que c'est une autre technique et une autre pratique. Bien sûr. Et après, en sophro et en hypnose, comme il y a cet état modifié de conscience, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que comme je suis connectée avec la personne, il peut y avoir aussi des informations, en fait, qui arrivent. Mais là, c'est un peu plus délicat parce que la sophrologie, tu vois, c'est quand même bien réglementé, bien cadré. C'est difficile de dire à la personne, il va se passer... Enfin, souvent, les messages, ça va être un animal qui arrive, un animal qui donne des conseils en disant, ce serait bien qu'elle fasse comme ci, qu'elle fasse comme ça. Voilà, c'est pas toujours facile à transmettre comme information parce que tout le monde n'est pas ouvert en fait à ça. Bien sûr. Le fait que tu rentres toi-même un peu en transe, ça te permet de faire aussi les choses de façon beaucoup plus intuitive et te laisser vraiment guider, alors que potentiellement avec de la kinésiologie ou de la sophrologie, tu es très dans un... Tu as des règles un peu précises à suivre, tu sais comment tu dois faire, à quel moment. Et là, finalement, ça va apporter un plus parce que tu te laisses vraiment porter par ce que tu ressens qu'il faut faire. C'est ça. C'est vraiment les corps parlent. Je me permettrais même de dire que les âmes parlent à travers aussi ces séances-là parce que c'est comme en chamanisme, tout est interconnecté. Cette transe qui est consciente parce qu'au final tu sais, tu pourrais en sortir facilement, tu peux y rentrer, tu es consciente et tu ne prends rien pour rentrer dans cet état-là. Scientifiquement,
c'est quelque chose qui est prouvé, le cerveau qui peut rentrer dans ces états modifiés-là. Voilà, parce qu'on dit beaucoup, le chamanisme, c'est très mystique et ésotérique, certes, parce qu'on parle forcément de choses qu'on ne peut pas visuellement voir avec les yeux, voilà, le monde du bas, le monde du haut, le monde du milieu. Mais au final, ces effets-là peuvent quand même être expliqués scientifiquement avec le cerveau. Oui, oui, tout à fait. Il y a pas mal d'études. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que les scientifiques en fait se sont penchés sur la question. Je ne sais pas si vous connaissez Corinne Sombrin. C'est une dame en fait qui est partie en Mongolie avec une amie pour l'accompagner suite à un gros choc émotionnel. Et en fait, elle a découvert. Donc c'est une dame qui faisait de la musique. Elle est musicologue et elle a découvert en fait en arrivant là-bas qu'elle était chamane. Donc ça a posé notamment quelques problèmes parce que son ami lui a dit viens, on fait une séance de chamanisme de groupe. Et le problème que ça a posé, c'est que le chaman, pendant que lui officiait, elle est rentrée en transe. Et en fait, quand il y a deux chamans dans la même séance, on va dire ça comme ça, c'est très dangereux. Il peut y avoir même jusqu'à danger de mort, parce que du coup, les esprits et les guides des uns et des autres vont quelque part combattre, et c'est au plus fort qui va gagner, en fait. Donc ça a été une expérience quand même très éprouvante pour elle. Suite à ça, elle est donc rentrée en Europe. Elle étudie depuis ce temps-là les effets des états modifiés de conscience, l'impact sur le cerveau, comment on rentre en état modifié de conscience, et quel est l'impact de ces états modifiés de conscience sur notre conscience, sur le corps. Qu'est-ce qu'on peut recueillir en fait de ces états modifiés de conscience, qu'est-ce qui nous apporte en fait. Ils se sont rendus compte que en fait la chimie du cerveau avec ces états modifiés de conscience transforme en fait. C'est-à-dire que la chimie qu'on a en conscience ordinaire n'est pas la même chimie que l'on a en conscience non ordinaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder sur internet, il y a plein de sujets sur les états modifiés de conscience, et surtout Corinne Sombrin, parce que je connais et c'est du scientifique fiable. Quand on parle de chamanisme, quand on parle de ces pratiques-là, il y a souvent aussi le lien avec l'ayahuasca. Alors, je sais pas si je le prononce juste, mais c'est quelque chose qui est en tout cas souvent mis ensemble, où on peut prendre aussi des plantes durant ces pratiques-là. Qu'est-ce que toi, tu penses de ces pratiques? Puis est-ce qu'elles sont adaptées finalement à tout le monde? Déjà, tout de suite, non, ça n'est pas adapté à tout le monde, effectivement. Ces plantes-là, elles sont utilisées par les cultures chamanisme d'Amazonie, principalement. Donc, on va trouver l'ayahuasca, on va trouver le peyote aussi. Là où c'est un petit peu embêtant, c'est que ces plantes, ces psychotropes, en fait, commencent à rentrer sur le territoire occidental, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou autre. Et là, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut vraiment être initié pour utiliser ces plantes-là. Et quand je dis initié, c'est pas une initiation qui va se faire sur une journée. Bon, pour prendre la plante, tu vas faire ça, ça, ça. Non. En fait, celui qui prend une plante, donc la plupart du temps, c'est le chaman, pour faire ses rituels chamaniques. Et lui, il va faire un régime alimentaire particulier, il va faire une méditation particulière, il va se mettre dans un état particulier avant de consommer cette plante. C'est-à-dire que cette préparation, elle peut durer plusieurs jours. Donc certes, en fait, ces plantes-là, elles vont produire des expériences de connexion spirituelle. Il y a des études scientifiques qui vont montrer les effets positifs de ces plantes, mais vraiment, en fait, elles sont pas anodines. Et surtout, elles comportent des risques. Donc la personne qui va l'utiliser, elle peut avoir des réactions psychologiques assez fortes, des crises de panique, des dissociations, ou alors une exacerbation de troubles psychiques. Si le rituel est mal encadré, le danger, c'est que ça peut être une expérience traumatisante. Voilà, donc faut savoir que c'est vraiment, faut pas l'utiliser à la légère, vraiment, voire même, je le conseille pas, mais après je suis personne pour conseiller quoi que ce soit. Le fait de faire un voyage chamanique sans drogue, c'est autant kiffant. Avec une drogue, c'est un petit peu comme si on faisait un mauvais trip en fait. Sachez que les plantes c'est pas forcément une bonne chose, et qu'à mon sens il vaut mieux le laisser au chaman, au traditionnel, lui a l'habitude de l'utiliser en fait. On ne sait pas comment on va réagir, chacun est différent, donc il suffit que notre corps le tolère pas bien, enfin voilà, parce qu'au final c'est de la drogue, c'est des plantes qu'on prend, le dosage on sait pas trop, c'est assez kiff-kiff, voilà, et puis on en prend, on sait pas comment on va réagir, on vomit, enfin je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on pourrait éviter, alors que maintenant on sait qu'on peut rentrer dans ces états de transe assez facilement, et qui ont tout autant d'effets bénéfiques et sans
sans effet secondaire finalement parce on n'ingère rien, c'est clair que c'est toujours plus safe, toujours plus sûr de ne pas prendre des choses comme ça. Après, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter puis qui auront pris puis qui vont nous dire ah, c'était extra, etc. S'il y a des gens qui en ont pris parmi ceux qui nous écoutent, laissez un commentaire, ça serait intéressant de savoir comment vous avez vécu la chose. Mais voilà. Et puis pour terminer cet épisode, on en a déjà un petit peu parlé au tout début. Comme toute pratique spirituelle, le chamanisme c'est vraiment quelque chose qui peut être mal compris et surtout qui peut être mal fait. Comme on l'a vu, si quelqu'un a envie de tester le chamanisme et qui veut pas forcément passer par toi, même si je recommande, vu que tu l'as très bien dit, tu montres vraiment quelles sont les étapes à faire, tu as les protocoles sûrs, mais comment finalement reconnaître quelqu'un qui fait ça de façon sérieuse? Alors déjà, c'est vrai que ce qui va être difficile à identifier, c'est la formation. C'est-à-dire que la personne, elle peut nous dire qu'elle est formée et qu'en fait, elle n'est pas formée. Le vrai chaman ou le vrai praticien en chamanisme, il va pas vous vendre du rêve. Il va vous accompagner avec humilité et avec respect. Méfiez-vous des stages qui sont hors de prix et qui vous promettent une illumination instantanée ou des guérisons miraculeuses. Ça, non, c'est pas possible. Comme je vous disais tout à l'heure, un chaman ou un praticien qui ne fait pas d'extraction, qui ne fait pas de recouvrement d'âme, c'est pas bon. C'est pas quelqu'un qui s'est formé correctement. Un chaman qui vous dit que je suis un grand chaman, qui soigne lui les gens avec son pouvoir, ça c'est un mythe aussi. Le chaman, c'est pas lui qui vous soigne, c'est pas lui qui fait le travail, ce sont les esprits, encore une fois, qui font le boulot. Après, vous avez aussi des praticiens qui vont organiser des rencontres, des cérémonies ou des rituels qui vont pas prendre en compte l'état de la personne, l'état de santé physique ou mentale. Ça, c'est très important. Parce que quoi qu'il se passe pendant ces cérémonies, ces rituels ou ces cercles, j'entends beaucoup parler aussi de cercles de tambour, alors c'est super, mais vraiment il faut que la personne fasse attention aussi à votre intégrité physique, parce qu'il peut se passer plein de choses pendant ces cérémonies. N'oublions pas que l'énergie négative se nourrit en fait de plein de choses comme ça. Donc même si si la personne pense bien faire les choses, il faut que à minima vous soyez en sécurité et que la personne vous pose un minimum de questions avant d'intégrer en fait ce type de pratique. Voilà, comme je vous disais, avant d'accepter, un praticien, un chaman va vous poser quand même quelques questions pertinentes. Alors même si c'est dans un groupe, la personne dans le groupe, elle va peut-être pas vous poser la question avant, elle va peut-être vous poser la question pendant. Et lorsque vous êtes sur place, avant de débuter le cercle, la cérémonie ou autre, à ce moment-là, si vous dites bon, moi j'ai telle problématique, à ce moment-là, elle va mettre une protection particulière sur vous. Un praticien qui vous dit que c'est le seul en fait qui peut vous guérir. C'est lui qui vous dit vous pouvez avoir une confiance aveugle en moi, etc. Là vous sortez le drapeau rouge. Et puis sachez qu'un chaman il se proclame pas chaman, comme on a vu tout à l'heure. En fait il est appelé par des esprits. Il va pas vous imposer ses croyances et il va surtout respecter votre libre arbitre. C'est-à-dire que s'il vous propose quelque chose, s'il vous donne un conseil, que vous n'êtes pas d'accord, il va pas imposer quand même sa façon de voir, quoi. Ensuite quand même pour finir peut-être sur une note positive, on travaille quand même en chamanisme avec notre filtre occidental. Fatalement, chacun s'adapte à son monde moderne. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas forcément avoir des praticiens qui seront en tenue, qui seront en costume traditionnel ou autre. Ça, on peut s'en exempter. Mais voilà, ce sera quand même un praticien qui va travailler avec intelligence et qui vraiment sera dans le respect total de l'enseignement qu'il a reçu. On arrive gentiment en fait au bout de cet épisode. Est-ce que tu as peut-être des points que tu aimerais rajouter? N'hésitez pas, malgré toutes les recommandations que je vous ai données, n'hésitez pas à tester parce que c'est vraiment une expérience fabuleuse qui permet aussi, même en tant que travail pour soi en fait, c'est une expérience qui peut vous amener beaucoup de choses, qui peut vous permettre d'évoluer, alors spirituellement certes, mais aussi vous lever des blocages, vous permettre d'avancer dans votre vie et d'y voir plus clair aussi, de façon douce et bienveillante, quoi.
Alors où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de prendre rendez-vous avec toi? Alors j'ai un site internet, arabelthérapie.com. Vous pouvez m'envoyer un mail ou m'envoyer un texto, j'ai le numéro de téléphone. C'est mieux le texto que de m'appeler directement parce que comme je suis souvent en séance, j'ai du mal en fait après Ouais. à rappeler les personnes rapidement. Donc texto ou mail pour prendre des informations ou une séance en fonction de ce que vous souhaitez. Super, ouais, je mettrai toutes les infos en barre de description, donc n'hésitez pas à aller directement cliquer sur les liens pour y arriver tout de suite. Alors, Arabelle, je te remercie énormément pour avoir été présente aujourd'hui, de nous avoir partagé toutes ces connaissances et de nous avoir introduit à ce thème que je connaissais pas et que je pense que beaucoup de monde ne connaît pas. Merci infiniment pour ton temps. Écoute, je te dis à bientôt, peut-être pour un autre épisode sur un autre thème. Oui, peut-être, pourquoi pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci encore et puis à tout bientôt. Et merci pour ta proposition, ton invitation. À bientôt, au revoir. Vous venez d'écouter l'interview avec Arabelle qui nous a partagé sa vision du chamanisme et la façon dont cette pratique peut nous aider à mieux nous comprendre et à nous connecter à l'essentiel. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à suivre Arabelle sur ses réseaux sociaux et à visiter son site web. Toutes les informations se retrouveront dans la barre de description. Vous pouvez également la retrouver sur esotera.fr, la plateforme dédiée au développement personnel, à l'ésotérisme et à la spiritualité. Et bien sûr, si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, à laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ou un commentaire. Ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.